Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, vous voyez sur le plateau, nous avons beaucoup de femmes. Nous recevons des femmes pour le printemps des poètes. Alors ce sont des poétesses, mais pas que. Je vais vous présenter, moi, Mireille Eros. Bonjour Mireille. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Super. Et puis Myrna Lafare, Michalon, bonjour. Myrna. Bonjour. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Et Patricia, notre poétesse, qui va présenter les siennes. Bonjour mesdames et demoiselles. Je présente Andy Annison, Bonjour. poétesse et cinéaste. Judith Brunel, poétesse et juriste. Merci. Et là, je vais préférer que tu donnes la nuance dont on parlera un petit peu plus tard. Mireille Eros. Oui. Vous n'êtes pas que poétesse. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans ma vie professionnelle, j'étais directrice de la communication. Oui. Donc j'écrivais essentiellement sur les façades en verre, les parpaings et tout. Voilà, ça c'est le passé. Et aujourd'hui, je ne travaille plus, mais je me consacre pratiquement entièrement à l'écriture, et notamment à la poésie. Et je fais partie je suis membre de l'Académie de la poésie française, où je suis secrétaire et trésorière. Hey, bravo, bravo. Et toi, les tiennes Alors, la tienne, parce qu'après je vais interviewer bien sûr tu Myrna. voulais dire que directement, non, Oui. en fait, moi j'étais partie déjà sur Thierry Saja, qui est en effet un petit peu le point commun qu'on peut avoir, puisque c'est lui qui m'a édité mon recueil de poésie, et l'Académie française de poésie, oui. il en est le président. On l'a président, reçu il n'y a c'est pas Thierry longtemps. On l'a reçu ici il n'y a pas longtemps. longtemps. Ben, moi, je voulais vous présenter donc Judith Brunel. Et est-ce que tu veux nous raconter comment toi, en tant que femme guerrière, tu as réussi à faire entrer la poésie dans ta vie, Oui, dans ta vie privée, dans ma vie tout court. dans ta vie, voilà. Oui, je pense à ce niveau-là, c'est général. Alors moi, j'ai toujours été très très littéraire, très attirée par la philosophie. Mes parents sont professeurs de philosophie aussi, donc c'est un milieu dans lequel j'ai toujours, entre guillemets, baigné, dans lequel j'ai grandi, dans lequel je me suis toujours sentie très bien. Mais je dirais que la poésie a, entre guillemets, fait partie de ma vie à partir, je pense, de mes 16-17 ans. Au moment où justement j'ai commencé à étudier la philosophie, je trouvais que tout ce qui était relatif à la poésie, comment dire, la stylistique, l'esthétique, entre guillemets, des poèmes, était beaucoup moins académique que la philosophie. Et donc à partir de ce moment-là, c'était aussi un choix que j'ai fait, et s'est posé ensuite la question de savoir qu'est-ce que je vais faire comme étude. Et j'avais une vision de la poésie engagée, parce que je lisais énormément René Char, Aragon, je lisais Chateaubriand, je lisais des poètes comme aussi Victor Hugo, Rimbaud, et donc je me suis dit je vais faire des études de droit, parce que la justice est quelque chose qui dans tous les cas devra rester dans mes codes et dans mes lois. Et donc, j'ai commencé petit à petit à faire des stages dans les milieux juridiques, j'étais pénaliste, et quand j'écrivais des plaidoiries, je m'inspirais de poésie pour être plus persuasive, plus convaincante, et toucher un auditoire plus large. Et surtout, être accessible à tout type de milieu. C'est-à-dire que si je faisais pas de la poésie, mes plaidoiries, elles seraient uniquement juridiques, et je serais cantonnée dans un milieu professionnel, et je me suis dit, mais c'est pas utile, c'est pas là que mon engagement va être... maximal, optimal, voilà. Donc l'efficacité a les deux paires, et puis surtout la poésie m'aide à dire le beau. Là j'ai un t-shirt où il y a écrit beau, mais c'est vraiment ma maxime. C'est un peu une maxime ténébreuse, comme dirait Baudelaire, c'est la beauté dans le mal, mais c'était totalement ça. C'est-à-dire que je devais défendre des criminels parfois, et grâce à la poésie, je faisais de l'atrocité une beauté. Et le but c'était de rester intemporel, et d'avoir quand même une forme de rigueur, de littérature, de philosophie, et puis d'esthétique. Voilà. Merci. Et donc c'est ce livre, le premier recueil que tu as donc édité,
c'est donc sur les plaidoiries. Enfin, c'était inspiré des plaidoiries. Oui, il y a inspiré de tes plaidoiries. Voilà. Et en partant, j'ai vu que tu avais repris les de Chateaubriand quand il est. Oui. J'aime beaucoup celui-ci quand je revois tout à fait quand il se mettait à la fenêtre et puis qu'il regardait dehors. Et c'est très bien d'avoir une belle idée d'être reparti comme ça sur des visions et d'avoir fait des liens. Ouais, c'est pas commun. C'est pas commun, mais alors pour moi c'était aussi une manière pédagogique de retransmettre entre guillemets des préceptes ou des concepts qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est vrai qu'on part normalement là je crois que c'est du printemps des poètes pour faire l'émission. Le thème c'est le volcan. Oui, alors on en parlera après, mais en effet, le petit tour de table qu'on fera après pour parler des poèmes qu'on a écrits sur le thème de la poésie volcanique, en effet, c'est cette année le thème du printemps. Bon, le volcan c'est quand même une notion aussi intemporelle, c'est-à-dire que ça soit Chateaubriand, que ça soit Victor Hugo, ou d'autres poètes que j'avais repris dans la partie parodie, donc la première partie de ce premier recueil, ce sont des poètes qui ont écrit sur le volcan. Parce que le romantisme, ça part d'un sentiment volcanique. Et c'est un premier recueil que j'ai écrit de manière entièrement romantique. Voilà. Le romantisme, c'était une période ou un courant littéraire ou philosophique, ou une période de l'histoire aussi. Pour certains, c'est aussi controversé, mais ce recueil s'inscrit dans une pensée romantique, en tout cas. Voilà. À nous maintenant, Myrna Lafare-Michalon. Vous aussi, vous êtes poète, mais pas que. Effectivement, pas que. Alors, je suis aussi maître nageur sauveteur. Je suis aussi également entraîneur de référence nationale. Et puis, alors, il faut savoir que d'abord, la natation était partie intégrante dans ma vie. Parce que j'ai été championne de France de natation sauvetage aquatique. En effet. Voilà. Donc, voilà mon petit parcours. Et puis, la poésie, alors, avec peut-être la natation, les mots qui nagent dans l'eau, on peut dire ça comme ça, a fait partie après intégrante de ma vie. Voilà. Vous êtes plongée dedans. Exactement, je suis plongée dedans. Alors, en fait, c'est très drôle parce que à l'âge de 10 ans, il y a ce hasard, on va dire, je rencontre en fait un écrivain. Et donc, un de mes poèmes est publié dans un livre. Alors, sans grande conviction, je me dis, bon, bah, pourquoi pas. Et puis, il y a une deuxième belle histoire. Ça a été un des poèmes que j'avais écrit un petit peu plus avancé, on va dire, que j'ai caché sous mon lit. Et mon père me dit, il tombe tout à fait dessus, et il me dit, tu devrais faire quelque chose de ce poème. Alors à l'époque, je ne savais pas exactement quel chemin il allait prendre. Il a eu une première publication dans le journal France Antilles Martinique, aux côtés de Patrick Chamoiseau. Et puis, je continue ma route, toujours. Alors évidemment, moi qui suis un peu de multifacettes, j'ai fait les cours Jean-Laurent Cochet, j'ai joué aussi au théâtre. Et ce qui était assez drôle, c'est que ce poème, plus tard, sera repris plusieurs fois dans des revues poétiques, dans le Manoir des poètes, et puis après il sera repris, ainsi de suite. Et je me suis dit, pour mon père qui est toujours, qui nous a quittés, eh ben, il faut que cette poésie voyage. Parce que c'est à partir de ce poème que là, à ce moment-là, l'envie de l'écriture devient et surgit de plus en plus. Donc comme vous dites, plonger en fait dans l'eau. Voilà. Tu as eu son attribution, comme on dit. Son aval. Son aval, quelque part, il t'a donné son aval. Ah oui. Tout à fait. Il m'a donné en fait son aval. Et lui, il était énormément touché en fait. Alors moi, je le voyais pas comme ça parce que je sais pas si ça vous arrive, mais quand vous écrivez quelque chose, les gens vous disent ah c'est magnifique, puis vous êtes encore en fait un petit peu dans votre univers, dans votre monde. Puis c'est après quand vous commencez à ressortir, vous dites bon, voilà, je commence à l'analyser. Mais c'est très compliqué de passer de l'écrivain à analyser son propre texte, puis après dire bon, voilà, prendre du recul, et puis ça fait que voilà. C'est une belle récompense qu'il soit publié, ce poème, sans que vous y attendiez en fin de compte. Sans que je m'y attende. Alors j'ai été très très surprise et très 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 contente. Alors je suis quelqu'un qui garde beaucoup de mes émotions par moment. Et puis après il y a eu une forme de joie en me disant bah, finalement il avait raison. J'y ai pas spécialement cru, mais lui il l'avait vu. Et c'est après que je me suis dit, ah bah oui, si, finalement, ce poème est intéressant, en fait. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui vous a poussé à continuer l'écriture dans la poésie ?
Alors je pense que oui, c'est ça qui a poussé à continuer l'écriture, mais pas que. Le fait, déjà, depuis l'âge de 10 ans, où il y a eu cette chance, en fait, que ce poème ait été publié, puis ainsi de suite, les autres poèmes, a fait que ça m'a donné l'envie, en fait, d'écrire. Mais il y a aussi les nombreuses rencontres, parce qu'on ne se fait pas tout seul, on se fait avec les autres qui nous entourent, qui font que, en fait, on écrit de la poésie, soit parce que l'on a vécu, soit par des femmes qui nous ont inspirées dans l'histoire. Moi, par exemple, ça a été Blanche Pierson, qui a été une des premières réunionnaises à jouer à la Comédie Française. Donc ça m'a fascinée par rapport à ça. Et puis après, il y a eu d'autres choses. Mais je pense que c'est ce poème, mais toutes les choses qui étaient aux alentours. Merci. Merci à vous. Alors moi, je vais rebondir avec Andy Annison, poétesse, cinéaste. Aujourd'hui, tu es aussi venue pour nous parler de la sortie de ton 7e long métrage, qui s'appelle Le Cercle Vertueux. On en reparlera un petit peu après. Mais en tant que poétesse, qu'est-ce que tu peux nous faire connaître sur toi ? Bon, moi j'ai un parcours un peu atypique. Donc j'avais un père qui était plutôt matheux et une mère littéraire. Et on a été baigné dans l'art très jeune. Et en fait, je dirais que j'étais plutôt muette. Je n'étais pas forcément bien dans ma peau et j'observais la nature. Et pour moi, tout était merveilleux. Sauf les êtres humains, en fait, qui étaient méchants avec moi. Et je dirais que la poésie, en fait, ça a été une façon de m'envoler, de m'échapper. Quand j'ai été étudiante, j'ai connu un poète professionnel maintenant, qui a été édité chez Gallimard, qui a traduit tous les poèmes en anglais de Jimmy Carter. Et en fait, il m'avait dédié un livre de 70 pages de poésie en hommage à la femme. J'avais 18 ans, donc c'était quelque chose d'assez énorme pour moi. Et je pense que ça a été une quête toute ma vie en fait, les mots de mes mots. C'était les mots de mes mots, trouver les mots de mes mots, et que ces mots parlent à d'autres, que ces mots s'envolent, s'échappent, rayonnent, et que finalement on dépasse le vocabulaire normatif pour se comprendre avec le cœur et pas forcément avec la raison. Et je trouve qu'on est dans un monde où l'intelligence, c'est la raison. Et pour moi, l'intelligence, c'est la sensibilité, c'est voilà, la quête de l'invisible, et c'est un peu mon chemin. Merci. Alors moi, je voulais vous poser comme question. Non, on l'a fait déjà, c'était fait. Oui, c'est vrai. En plus, je voulais vous demander à toutes, avec le temps, enfin, par rapport au tout premier poème, est-ce que vous avez changé de façon d'écrire? Est-ce que ça a amélioré, ça vous a orienté sur d'autres façons de l'écrire? Le temps? Oui. Oui. Alors, le second recueil que j'ai écrit et qui va paraître dans 2-3 semaines est vraiment un tout nouveau recueil. C'est comme si on a l'ancien et le nouveau. En fait, c'est un recueil que j'ai construit à partir de réflexions, cette fois métaphysiques, philosophiques ou politiques. Comme je suis aussi très engagée, entre guillemets, sur certaines questions politiques, certaines causes sociales, etc., j'ai voulu donner une toute autre tonalité à ce recueil, que la plume soit beaucoup plus travaillée et le langage beaucoup plus codé. Parce que finalement aussi la poésie c'est un langage codé. En tout cas, à mon sens, c'est aussi un moyen de communication, un moyen de garder une forme de neutralité et un moyen de recul par rapport au public et au lecteur. C'était la même chose, on dit? Moi, ça a été un peu le contraire. J'étais un peu dans l'académique au début, donc je comptais. En fait, il fallait qu'il y en ait 12, des alexandrins, etc. Et puis maintenant, je prends la liberté d'écrire en prose et de m'envoler autrement. Et cette liberté, je l'aurais jamais prise avant. Pour moi, la poésie était cadrée. Voilà. Et Mireille? C'est le contraire. Comme quoi, toutes les femmes sont différentes ici. Oui, j'ai démarré par de la poésie, comme on dit, libre, plutôt de la prose.
Et après, j'ai pris goût à faire de la poésie rimée, cadencée. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que de faire rimer un poème, ça nous oblige déjà à enrichir les pieds, ça nous oblige à enrichir notre vocabulaire. Et quand on écrit un poème rimé, ça aussi, je veux dire que c'est un incitateur formidable pour l'imagination. Parce que bien sûr, là, j'ai écrit un poème dans le désert, bah, j'ai noté mes idées, tout ça, tout ce que j'entendais avec le vent. Mais après, quand je suis rentrée, il a bien fallu le mettre en forme. Et le mettre en forme, pour moi, ça a été donc de faire des vers rimés, parce que j'avais choisi ça. Mais en même temps, ça m'a vraiment, mon imagination, elle a été débridée par rapport aux souvenirs que j'avais de ce moment que j'ai passé dans le désert à écouter le vent. Donc, ça ne m'empêche pas d'écrire aussi en prose ou en poésie moderne. Je veux dire, de toute façon, pour moi, la poésie, s'exprimer, c'est d'abord les images et l'émotion. Bien sûr. Si on fait passer des images et de l'émotion, on a gagné le pari. Voilà. Et la poésie aussi, c'est un terrain de liberté inimaginable. Parce que derrière les mots, on n'est pas obligé de dire les mots qui correspondent exactement à, par exemple, la guerre. On n'est pas obligé de dire guerre. L'amour, on n'est pas obligé de dire amour. On peut, par les métaphores, on peut exprimer énormément de choses. Et moi, c'est ce que j'adore dans la poésie, et c'est pour ça certainement que ça m'a tant passionnée, même si je suis tombée dans dans le chaudron de la poésie tardivement. Voilà. Merci. Myrna, c'est la même chose? Alors moi, c'est différent. Moi, en fait, la poésie, elle est venue d'abord par un poète, c'est-à-dire m'expliquait que ce que tu ne peux pas dire, il faut l'écrire. Ça a commencé comme ça. Et en fait, dès que je ressentais en fait quelque chose, je me mettais à écrire. Voilà. Je regarde Patricia parce que Patricia, quand elle m'a appelée, elle m'a dit le thème pour le printemps des poètes. Et à ce moment-là, au moment où elle m'a appelée, je commençais en fait à écrire. Ah oui, voilà. C'était rapide. Voilà, ça. Moi, c'est comme ça en fait que j'écris. Et ça a été comme ça toujours. Alors oui, mon style d'écriture a évolué, mais il y a quand même deux styles d'écriture quand même qui se dessinent. On peut dire quelque chose d'un petit peu plus lyrique et puis quelque chose où il y a un peu plus contemporain, je pense. Je pourrais me définir comme ça. Mais voilà. Tu ne rimes pas à chaque fois? Non, pas du tout. Tu ne cherches pas les rimes ou tu te dis... Enfin, parce que la rime, des fois, elle s'impose, des fois, hein, quand on a un scripteur qui tourne tellement vite, qui lui garde en fait la rime et il te le ressort quelquefois. C'est pour ça qu'on peut passer à la prose poétique pour ces raisons-là où les rimes vont être un petit peu en décalé. Mais quelquefois, le scripteur, il t'impose les rythmes. Je suis d'accord. C'est ça que je veux dire. Après, moi, c'est l'exercice différent. Là, j'en ai fait un en sortant de ça. Mais ça a été plus compliqué que de rimer et d'avoir... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Non, je m'impose pas en fait les rimes. C'est ton scripteur qui te donne. Non, oui, en fait, si tu veux, moi, quand j'écris, c'est à l'intérieur. J'ai une musique. Parce que comme j'ai dit... ah non, je l'ai pas dit, mais j'ai fait aussi du piano en fait très tôt, très jeune. Donc j'ai de la musique en fait à l'intérieur. Donc quand je commence à écrire, j'entends en fait une forme de musique. Parce que pour moi, l'écriture, c'est aussi la musique en fait des mots, qui est aussi la musique aussi de la voix parlée, mais qui peut être aussi la musique de la voix chantée. Bien sûr. Oui, bien. Donc en fait, voilà, j'entends cette musique et après, bon, si elle est fausse, bah, ça me dérange. Donc le mot en soi va changer. Tu vois. Mais je vais pas essentiellement toujours trouver une forme de rime en fait dans les textes, dans les poèmes. Alors peut-être qu'il y en a certains, effectivement, ça apparaît, mais pas dans tous systématiquement. C'est ça que j'essaie de dire. C'est un peu comme un chanteur qu'on a reçu, qui en fin de compte fait la musique et écrit après. D'autres écrivent et font la musique ensuite.
Oui, voilà. Oui, puis après, Donc, il y a la cadence, justement, qui amène la métrique. Oui. Et quelquefois, et c'est vrai que quand on a des parcours où on a touché au piano, ou enfin, un instrument de musique, ne serait-ce que par le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., etc. Et ça se met, ça se forme aussi, ça se cristallise. Et j'avais dit, je poserais la question, mais là, je vais la poser. On en a parlé avec Andy. Qui est bon en mathématiques? Alors moi j'adore la philosophie des mathématiques, c'est ce qui m'inspire dans mon second recueil. Est-ce que tu es bonne en mathématiques? À l'époque, oui, quand j'étais jeune, j'étais bonne, mais pas tant que D'accord. ça dépend. Non. Mireille, Andy? Moi, je suis ingénieure. en Voilà. fait. Alors, je disais avec Andy, on a abordé le sujet que par rapport, alors plutôt pour la poésie, que souvent, en fait, les poètes sont plutôt matheux, sans faire maths sup et maths spé, mais plutôt matheux. Et en fait, le littéraire, enfin, entre guillemets, la technique de la poésie, pour moi, quand je suis rentrée dedans, moi j'étais bac C et finalement j'ai eu un bac A. Pour plein de raisons, dans la même année, j'ai dû descendre. Donc j'ai fait un bac C, enfin j'ai été jusqu'en terminale C avec un bac A. Et en fait, je me suis rendu compte des années après, quand je relisais mon écriture, que c'était vraiment une mathématique littéraire, quelque chose d'une non pas la rhétorique, une sorte les équations de premier degré, second, hein, et puis on rajoute un paramètre, puis l'équation est longue. Et j'ai eu cette sensation d'écrire de cette manière-là. En fait, quand tu expliques ce que je voulais te poser comme C'est question. vrai comment j'écris Voilà, moi. Voilà. c'est ça. Ouais. Parce que bon. Et ça s'est fait. Et là, quand on en a parlé avec Andy, j'ai dit attends, alors on va peut-être pas faire une généralité, mais posez la question aux autres poétesses ou aux autres poètes que vous rencontrez, et vous verrez que souvent ils vous disent ah ben oui, j'étais bon en maths moi. Mais vous savez qu'il y a l'Oulipo à Paris. Oui, voilà. Donc c'est tous des mathématiciens. C'est tous des mathématiciens. Des mathématiciens. C'est comme la fille du poète anglais assez connu, comment il s'appelle, Byron. De Lord Byron. Ouais, il me semble. Sa fille. Qui est devenue qui a posé un brevet sur les premières machines de codage, tout ça, et il y a toute une réflexion sur les relations entre la poésie, effectivement, et les mathématiques. Et les chiffres. Ah oui. Ouais. Oui. Tout ce qui peut se coder en tant qu'ingénieur. On pourrait dire que c'est une concordance. Une concordance, oui. Et j'avais senti le côté ingénieur au moment où tu as expliqué comment tu arrivais à disséminer, entre guillemets, une instance à un moment, à la décomposer et à la recomposer en fragmentant certains moments ou certaines pensées. Ah, c'était vraiment Donc, intéressant. ça touche la philosophie, mathématiques. Hein, il y a quand même Du sens. Alors, on va faire un petit tour de Juste table. Oui, Je vais vas-y, juste dire un petit truc. Alors, effectivement, quand j'étais jeune, j'étais bonne en calcul mental. Mais alors, je me souviens que j'ai été découragée parce que j'avais plus tard, j'avais pas il manquait en fait comment ça s'appelle je faisais toujours une erreur de calcul, donc je faisais tout le truc bien, et à la fin l'erreur de calcul n'était pas bonne, donc forcément, j'avais pas une bonne note. Mais en réfléchissant là à l'instant, je me souviens que le conseil d'orientation avait dit votre fille, elle est scientifique. Et moi j'ai dit il est hors de question, je ne suis pas scientifique, je suis littéraire. Mais il y avait aussi le côté mathématique. Donc si j'avais, je pense, pas fait une erreur de calcul, sans doute que je me serais orientée vers un bac scientifique. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai fait un bac littéraire option musique. Voilà. Ah oui, d'accord. En fin de compte, au départ, c'était sous-jacent. Sauf que c'était pas votre. Oui, c'était pas votre attirance. C'était mon attirance. Alors j'étais quelqu'un qui travaillait énormément, beaucoup. Même quand j'avais pas de bonnes notes en maths, je travaillais énormément. Donc j'avais toujours 2 copies doubles. Puis en fait, la note, elle reflétait pas la valeur de la copie. Bon, donc le développement, c'était exactement. Voilà. Et Exactement. un poème. Pour moi, voilà, je reviens un petit peu dans cette. Par exemple, moi, souvent, je fais ou un 6 ou un 16. Pas 15, pas 17. Et bing, quand j'ai fini, là, que j'ai jeté mon premier jet, 16. Pour moi, c'est ce lien avec la mathématique. Oui, je suis d'accord. Là, on va revenir sur le thème du printemps des poètes. Oui. Donc, la poésie volcanique. Et pour ce faire, nous avons tous joué le jeu. On va pouvoir
lire ce qu'on a écrit. Alors, a priori, c'est dans les 15 derniers jours, d'accord? C'est quelque chose de tout à fait récent, inédit pour le peu. Qui va commencer? Mireille, à toi l'honneur. Comme une passion dévorante, tu brûles tout sur ton passage. Feu d'artifice dans la nuit, dans la mer, tu noies ta colère. Est-ce pour te venger des hommes et de leur folie meurtrière qui assassinent la liberté? Tu dévales les pentes raides, ton fleuve de lave en fusion dessine de nouveaux paysages. Toi, le volcan rouge, l'Etna. Joli, joli. Voilà, c'était sur l'Etna, c'est ça en fait. Parce que tu y as été, d'autant plus. Andy? Donc ça s'appelle Terre sacrée. Donc, éjacule le volcan crachant ses larmes de sang pour que le temps s'efface, que la vie se fracasse. Indigne, tu as foulé la terre sans respect. Propriétaire de rien, tu as sali le bien, commun de l'univers, fleur de vie, ver de terre. Tu as tout saccagé, méritant d'être damné, à moins de te reprendre, en d'autres termes, de rendre les ressources sacrées, les laisser foisonner, pour que colombe vole, que ta sagesse s'adonne à respirer l'air frais, empreint d'éternité, à jamais. Super, super. Alors, on va écouter maintenant Judith. Allez, Judith. Et après, je vous poserai une question aussi. Et après moi et après toi. Oui, après. Et après toi, tu poseras. Parce qu'on va t'écouter aussi. Oh là là. Alors moi, c'est symboliquement parlant, j'ai écrit dans mon ancien recueil et dans le nouveau sur le thème du volcan, par rapport à des histoires d'amour, mais aussi parce que je suis d'origine sicilienne, donc le volcan est symbolique. Bien devant le micro. Ouais. Donc le premier poème que j'avais écrit dessus s'appelle L'Oxygène. Je t'ai aimé à un point, si haut que je ne pourrais jamais aller plus loin. Mes entrailles qui souffrent, et ton odeur de soufre. L'Etna qui se réveille au moment où tombent les masques. Lundi, je revais mon casque pour combattre ces apparitions maudites, et mon prénom qui résonne dans tes songes et que tu me répètes si vite. De l'air, de l'eau, de la terre et de la distance pour te combattre dans la nuée. Prince de mes rêves et mon épée qui te rappelle notre glaive. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Je ne suis point bavard. Je reste dans mon manoir, ta tête sur ma poitrine, toujours dans le noir. Il y a des belles images. Oui, il y a de belles images. J'étais restée dessus. Mais c'est bien qu'on parle de l'Etna. Alors, tiens, tu vois, tu as fini par à jamais. Et ben moi, je commence. J'ai fait un poème que j'ai donc intitulé En nous, à jamais. Il y a Myrna, je crois, non, elle l'a pas... Myrna? Je ne l'ai pas dit. Maintenant, elle l'a pas dit. Comme j'étais en face. Oui, oui. Tu veux y aller? Puis je le dis après. Oui, comme ça, oui, on reste. très bien. On reste avec les poétesses. Parfait. Volcan. Surgit des braises de ton son, rugissement assourdissant. Il gronde dans cette terre ancestrale. Silence de mort. Tache noire, statue de marbre. Fantôme de l'autre monde. J'ai bien aimé que tu m'as envoyé. Donc en nous à jamais. Dans l'ombre naît une flamme. Éclat ardent, force de l'âme. Elle danse, elle brûle, elle se détend, jamais se tait, toujours s'étend. C'est une lave qui s'écoule, elle en est de mille reflets, c'est la passion de vivre. En nous à jamais. Même endormi, le volcan reste là. Sa force jamais faiblit, sa passion de vivre jamais ne lasse. Même une flamme peut laisser une trace en nous à jamais. L'amour de deux âmes entre elles jamais s'éteint, jamais s'efface. Son empreinte de vie relève du miracle d'avoir su donner du temps et autant pour s'aimer. Joli, joli. Bien.
Alors, moi, je vais vous lire, mais moi, je n'écris pas des poèmes. Moi, c'est de la prose. Et là, j'ai voulu mélanger volcan et sentiment. Donc, j'ai écrit quelque chose de court. Je l'avais lu à Patricia. Patricia m'avait dit, essaye de le faire en poésie, c'est ça. Non, retravaille-le un petit peu en poésie. Voilà. Et donc, t'as pas eu trop le temps. Pour dire, oui, j'ai pas eu le temps. Puis pour dire les choses, tout à l'heure, quand nous avons déjeuné ensemble, on a échangé. Et justement, j'étais intéressée parce qu'elle me dit, oui, pourquoi pas écrire en poésie. Donc, je vais essayer par la suite d'écrire en poésie. Mais je vais essayer. De le retravailler. Peut-être celui-ci, de retravailler, peut-être celui-ci, tout simplement. Je vous le lis. L'explosion majestueuse d'un volcan en éruption illustre la puissance indomptable de la nature, éveillant en nous des sentiments aussi brûlants que la lave en fusion. Nos sentiments imprévisibles et passionnés nous emportent dans un tourbillon, tout comme la lave sculptait le paysage. Nos ressentis imprègnent cet être intérieur. Les moments de passion intense, comme les coulées de lave, laissent des traces durables et transforment notre paysage émotionnel. Voilà. C'est bien. Ben oui. Merci. De toute façon, ça reste bien dans le thème. Voilà. Volcan et sentiments. C'était volcanique. Nous sommes sages pourtant. Dans une émission volcanique. Pourquoi ils ont pris ce thème, à votre avis? Je sais pas. Poésie volcaniste. Il y a beaucoup d'écrivains qui... Ouais. Moi, c'est un sentiment personnel. Moi, je pense qu'un des rôles de la poésie, c'est aussi de dénoncer, c'est aussi d'exploser quelque part. Et puis, c'est vrai que je suis quand même beaucoup sur ce thème-là. D'expliquer, je ne vais pas dire de la philosophie, mais aussi dénoncer les horreurs de la guerre, par exemple, tout ce qu'on a du mal à... tout ce que subissent les gens. La justice Donc, humaine. pour moi, la poésie, ça sert aussi à ça. Je n'écris pas que là-dessus. Mais ça sert aussi à dénoncer et à laisser une trace quelque part. Pour la poésie volcanique, je vois comme ça. Personnellement, moi je pense à Baudelaire et les fleurs du mal, mais c'est magnifique. Tu parlais du beau qui transcende le mal. L'atrocité. Voilà. Et à partir de là, moi, toute ma vie a été l'engagement. Autant dans le cinéma que dans, je dirais, dans ma vie personnelle et dans ma poésie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, ça veut dire que non, au contraire. de la révolte, de la colère, on expurge la beauté. Ouais. Et je trouve que ces exemples, Baudelaire, je pense qu'ils ont peut-être été la raison du choix du thème, de la thématique, revenir à des grands qui chahutent, qui font bouger les consciences, et pas forcément du romantisme un petit peu, voilà, les vagues, les oiseaux. C'est sortir un peu du schéma poétique presque enfantin de l'école. Là, on est aussi des femmes engagées. Et puis est-ce que le slam est une forme d'engagement politique, guttural, enfin je veux dire verbal, parce que bon, c'est vrai on peut s'échapper du lyrisme dans la poésie, mais j'ai l'impression que le slam a plus justement a pris cette partie des mots pour la révolte. Même si moi je veux me révolter sur quelque chose, je pense que c'est la teneur du rythme, de la manière aussi dont je vais le dire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que le slam a permis alors, c'est vrai que pour le peu, ça n'a pas de force lyrique, ça a des forces de mots, en effet, de rimes, mais ils se permettent d'être plus engagés, de pouvoir porter un engagement. Mais peut-être que pour aussi, le slam, c'est peut-être pour les jeunes plus modernes à exprimer que de le dire en poésie. Ça passerait peut-être moins élitiste. Entre amis, de faire des poésies. Il y a beaucoup de poésie. Hein. Oui, la poésie dedans, mais il exprime différemment. Donc c'est moins. Quand on l'écoute, on se dit bon, ça passe mieux. Oui, on sent plus la révolte. Oui. C'est-à-dire que le slam, c'est plus. Le slam, c'est quand même plus une poésie urbaine. C'est ça. Voilà, je le vois comme ça. Après, moi,
à mon sens, en tant qu'écrivain et poète, je trouve ça dommage qu'on privilégie aujourd'hui des formes musicales comme le rap, le slam, etc. Parce que tout de suite, la personne, elle est catégorisée artiste. Alors que si on regarde à l'époque les poètes, que ce soit Chateaubriand, Aristide Briand, fondateur de la laïcité, c'était tous des poètes et ce sont devenus des hommes républiques après. Parce que c'est comme ça qu'ils ont appris à faire des discours politiques. Et ça, je trouve ça très dommage aujourd'hui, qu'on ne valorise pas ce genre de personnages, de genre. Pour moi, c'est un genre littéraire entièrement à part, parce que c'est un moyen aussi de communication, de débat, et c'est pas forcément un métier d'artiste, pas du tout. Même De Villepin, aujourd'hui c'est d'actualité, c'était un poète. De Villepin est poète, il a édité Mario, bien sûr. Bah oui, c'est sûr. Mais il n'a jamais mis en avant. C'est sûr que par exemple, alors moi je pense beaucoup à Victor Hugo dans Les Châtiments, de son exil. Il en parle avec... bon, c'est Victor Hugo. Donc, il y a pas mal de poètes comme ça. Bon, je pense à d'autres poètes antillais comme Aimé Césaire, comme Édouard Glissant. Donc, donc voilà, c'est... Voilà, exactement. Donc, mais après... En fonction des époques et des années, tu vois, en fait, la poésie, elle voyage aussi. Et elle s'exprime par rapport à l'époque. Et voilà, exactement. On en est au jour d'aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'est pas très lyrique. Donc, il y a pas mal de choses. Ouais, je pensais aux premières éruptions, enfin, les premières non, parce que bon, historiquement, on n'a pas vraiment de vérité exacte. Mais les éruptions du Vésuve, c'est vrai que c'était un moyen déjà pour les gens de s'exprimer, par exemple, sur la mort d'un proche. On regarde des historiens ou des philosophes de l'époque, et Pline le Jeune, Pline l'Ancien, je sais plus. Moi, quand j'étais ado, je lisais ça. Je lisais comment il expliquait la mort d'un proche à travers des vers, de la prose, de la poésie. Et souvent, un volcan, ça pouvait ruiner tout un peuple, en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous ruine? Alors, pas les volcans, peut-être la mort de la poésie aussi quelque part, parce que, bon, peut-être 3 dernières années, on voit de plus en plus de poètes mis en avant, c'est un peu plus entre guillemets banal, mais je trouve que la poésie se perd aussi, avec l'AI, l'intelligence artificielle. Le beau français se perd. La poésie, je dirais écrite, parce qu'aujourd'hui on est toutes passées par là. Moi, ça fait 30 ans que j'ai édité chez Thierry, mais j'ai édité après 30 ans d'écriture. J'ai fait de l'édition orale, donc j'allais sur scène, parce que qui aurait... et c'est vrai que si on va sur scène, on peut être connu doublement par son écriture, par sa manière de dire, et quelque part, on est plus entendu que lu. Oui, alors en fait, moi je trouve que, excuse-moi Patricia, je trouve qu'il y a quelques années de cela, donc je parle des années 2005-2004, la poésie, c'était pas facile en fait, quand tu arrivais avec tes poèmes, et tu disais que tu étais poète. Les gens, ils n'étaient pas spécialement intéressés. C'est pour ça que je disais que les jeunes islam, pour ne pas avoir cette connotation de poète. Et même voire méprisant. Oui, même méprisant. C'était assez... Moi, on m'a beaucoup méprisé quand 2005. Oui, 2004-2005, je dis ça. Voilà. Et puis, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui a... Bon, alors d'accord, il y a eu le slam, il y a eu tout ça, mais ça a ouvert aussi un peu plus de choses. Exactement. Et quand tu dis que tu es poète ou poétesse, tu vois, les gens, ils te regardent, ils font « Ah !» poète, poétesse, et ils ont envie en fait d'aller te suivre sur Instagram, d'aller même de regarder sur internet pour voir un petit peu ce que tu fais. Il y a une forme en fait de découverte qui est quand même assez intéressante. Je dis ça parce que moi j'ai eu ce cas de figure en 2004-2005 quand j'ai voulu donner mes poèmes, ça n'a pas fonctionné, tu vois. C'était assez compliqué pour pouvoir. Il fallait. Alors tu vas me dire, c'est toujours question de relation, mais c'était très compliqué quand je disais que j'étais poétesse. Quand je disais que j'étais comédienne, plus simple. Mais alors poétesse, ça marchait pas du tout. Et quand je suis revenue en 2022 et que ça a commencé au Festival international de la poésie à Montréal, puis après je me suis rapprochée de la France, là en fait j'étais étonnée parce qu'en fait les gens, ils étaient ouverts en fait. Je disais poétesse, vous êtes poétesse, est-ce que vous avez un compte Instagram, je peux vous regarder, ou dites-moi votre nom, je vais regarder sur internet. Donc je trouve qu'il y a quand même maintenant une ouverture par rapport à ça. Maintenant, quand tu dis slam, rappeur, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une ouverture. C'est moins fermé. Donc tu voudrais dire par là que le fait d'avoir ouvert au slam et le rap et le slam, ça permet à redonner des lettres de noblesse aux poétesses, aux poètes et aux poétesses. Ce que je veux dire, c'est que la poésie, elle voyage encore plus.
Je dis pas qu'elle voyageait pas avant, elle voyageait déjà. Regarde, on parle de Baudelaire, alors Ouais, je peux te ouais, dire que c'est un long voyage. Oui. Voilà, Ou c'est un Victor voyage. Hugo, c'est des longs voyages. Tout à fait, mais ils font toujours partie. Enfin, moi, je Bien sais sûr, que ils font partie de nous. sur ma table de nuit, j'ai Baudelaire, et pas très loin, j'ai du Césaire, et puis j'ai Victor Hugo. Moi, c'est les auteurs que j'aime énormément. On dit, tu voulais prendre la parole. Mais voilà, c'est des Alors, choses qui restent. je voulais dire, moi, le slam, moi, c'est MC Solar. MC Solar, pour moi, quand j'ai découvert MC Solar, c'était de la poésie. MC Ça Solar, m'a, waouh, c'était Ah oui, extraordinaire. Et je trouve que Pascal, mon mari, me dit non, ce n'est pas du rap, ce n'est pas, voilà, le rap c'est violent. Mais moi, ce type, et il y en a d'autres dans ce sens-là, et je trouve personnellement, moi je mets tous mes poèmes dans mes films. La poésie, les acteurs l'interprètent, ça devient, je dirais, La base du travail. Voilà, c'est mon premier film qui était sur le suicide des jeunes. C'est pas un thème rigolo. En fait, le professeur du lycée était poétesse, et en fait, c'était tout un cheminement par la poésie de l'empathie et de l'ouverture au monde, parce que là, on était passé à côté de quelqu'un qui en fait était souriante et qu'on n'a pas vu mourir. Et après, il y avait tout un engagement de tous pour dire ouvrons les yeux et faisons attention. Et moi, tout ce qui est chanté, la poésie chantée, c'est merveilleux. Et dites, pas forcément chanter, mais avec le chant, j'aimerais bien tendre un jour peut-être vers ce que tu fais d'ailleurs, ce que tu fais, Patricia. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Cette personne qui s'est suicidée, dont tu nous parles là. Les jeunes, nous, moi personnellement, j'ai eu un journal quand j'avais 15 ans. Oui, tout. On remplissait des pages blanches. Nos amoureux, les parents si, le machin, on écrivait. Et je me demande aujourd'hui si les jeunes, ils ont encore ça. Non, ils ont TikTok, ils ont autre chose, ils ont les réseaux sociaux. Non, mais ils écrivent quand même. Ouais. Ils écrivent quand même. Oui. Ouais, Ça se vend. Ils ont ça se voit. Bah, tu sais, ça se vend bien maintenant avec le petit cadenas. Nous, on n'avait pas ça. Enfin, moi, j'avais pas ça à l'époque. Mais maintenant, il y a un petit cadenas Mireille pour que ça reste très personnel. Moi, je voudrais revenir sur le rap. Le rap, alors, normalement, enfin, en principe, c'est quand même des alexandrins, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même la forme la plus noble de la poésie, l'alexandrin. Ouais. J'entends beaucoup de gens qui critiquent les rappeurs et tout. Mais les rappeurs, ils ont remis l'alexandrin dans le goût du jour. Bien sûr, non, mais il faut le dire. Et ça, il faut le dire, parce qu'il y a une chose qui m'étonne toujours. Je fais partie de l'académie, donc j'entends un peu tout. Moi, ce qui m'étonne, c'est que je vois là autour de moi, bon, bien sûr, je connais des gens, mais les gens, quand on parle de poésie, pour l'homme de la rue, je vais dire, quand vous leur parlez poésie, pour eux, c'est les trucs rimés. Quand on leur met des poésies, j'écris dans tous les styles, moi, de toute façon, il n'y a pas de souci, mais quand je mets des poésies rimées sur mon compte Facebook, tous les gens que je connais sont contents de lire des poésies rimées. Et je pense qu'il y a quand même un décalage entre comment je vais appeler ça, moi, entre les modes qu'il y a à l'heure actuelle et ce que l'homme de la rue aime. Il y a quand même un décalage entre les deux. Et nous, à l'Académie de Poésie, c'est une des questions qu'on n'arrête pas de se poser et on a une réflexion là-dessus. Et moi, je suis persuadée que les gens aiment toujours la poésie. Je le vois bien autour de moi. Même ma coiffeuse, elle aime la poésie. C'est pour dire que... Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que les gens n'achètent pas de poésie. Voilà. C'est vrai. C'est toute la différence. C'est vrai. Donc si tu fais un spectacle, si tu vas et que tu as des gens devant toi, bon, tu peux en effet gagner un petit peu d'argent de ton spectacle, mais ou vendre tes recueils. Moi, c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai dit à Thierry, je ne veux plus faire de spectacle dit éphémère. Les gens s'en vont. Et j'ai même pas, j'aurais un polycopier alors que j'ai. Donc là, quand je fais mes spectacles, il y a au moins 5-6 livres qui se vendent. Donc voilà, mais les deux, à mon avis, sont... Voilà. Et tout le monde, tous les poètes ne sont pas des orateurs, aussi. Non. Et pourtant, moi, je dis, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je dis que les poétesses, enfin les poètes, ce sont des passeurs de mots. Ah oui, oui. Ça, je suis absolument d'accord. Des passeurs de mots, des passeurs de mémoire. Ah oui, les deux. Ça, je suis absolument d'accord. Moi, je dis que... Mais il y a aussi une autre forme de poésie qui a
qui est très en vogue, c'est la poésie japonaise avec les haïkus. Je sais que les puristes de l'alexandrin, des octosyllabes et tout, ça me fait réfléchir. n'aiment pas. Mais c'est vrai, ça, il y a aussi la poésie japonaise qui a pris un essor formidable en France. Personnellement, j'adore ça. Et en fait, c'est la poésie de l'instant. Donc, c'est un instant T, c'est pas comme ce que j'ai écrit là, c'est un instant T, une réflexion philosophique. Et ça, en France, je ne sais pas si vous êtes allé au marché de la poésie, mais sur le marché de la poésie, c'est inimaginable le nombre de stands où il y a des recueils de haïkus. Tout à fait. J'ai remarqué. Mais sur comment dire, entre guillemets, la poésie japonaise, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la mort et le suicide. Parce que dans la poésie japonaise, pourquoi il y a cette présence aussi de l'instant? Parce que il y a beaucoup de grands poètes japonais qui sont, entre guillemets, qui ont émergé. Je crois que c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont lâché les kamikazes, ils mettaient les fleurs de cerisier, donc des fleurs nobles, la noblesse, sur des avions, et ils mettaient qui dans les avions? Les jeunes étudiants, souvent des facs de droit, des facs, des bonnes facs, quoi, voilà, et puis ils les suicidaient dans les avions. Donc pour moi, bon, même si c'est ancestral, etc., il y a quand même quelque chose de l'instant présent et de la jeunesse, et la poésie est liée à toutes ces problématiques aujourd'hui. Donc, on parle de jeunesse, on parle de poésie, on parle de mort, on parle de noblesse, et le Japon rassemble tout ça dans sa culture. C'est vrai. Je suis assez fan. Ouais. Avez-vous une routine d'écriture ou laissez-vous venir les mots spontanément, vous toutes? Avez-vous une routine d'écriture ou laissez-vous les mots venir spontanément? Alors moi personnellement, ça vient complètement, je dirais que c'est la plume qui écrit, et en pleine nuit je me réveille et j'écris des poèmes et je ne réfléchis jamais, et je ne reviens jamais sur un poème, c'est instinctif. Je sais que beaucoup de poètes travaillent, retravaillent. Moi j'aime comme dans mon cinéma, j'aime la vérité, j'aime l'authenticité, peut-être les erreurs, les coquilles, mais ça fait partie je dirais, de l'impulsion du moment, de l'écriture, de l'émotion primordiale. En fait. Mireille? En fait, je vais vous dire, j'ai une grande source d'inspiration, ce sont le regard des gens. Je peux croiser ça m'est arrivé plusieurs fois, je peux croiser un inconnu dans la rue, et j'ai le premier vers qui me vient, parce que c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai lu dans son regard, et j'écris le premier vers, et après j'écris, mais je travaille beaucoup mes textes. D'accord. Myrna? Alors moi, les mots viennent spontanément. Voilà, ça vient spontanément. Après, j'avoue que je les retravaille, mes poèmes, énormément. Je les travaille une première fois, après une deuxième fois, voilà. Et sinon, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être quelque chose que j'ai soit vécu, ou alors que j'ai vu ou que j'ai observé, qui fait que je me pose une certaine question, une certaine philosophie pour se dire, tu l'as vécu, comment tu peux l'amener de façon à ce que ça soit universel. Parce que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on parle pas assez de l'amour universel. Hein. On parle beaucoup de laideur, mais pas de l'amour universel. Et à travers des fois certaines choses qui sont très très dures, parce que même dans la souffrance, il y a des choses qui sont très difficiles. Comment faire en disant, mais j'ai eu cette souffrance et après je suis passée de l'autre côté pour trouver, on va dire, une forme de libération, de paix intérieure. Voilà. Et moi, en fait, voilà, mes poèmes viennent comme ça. Ça vient comme ça. Et tu les retravailles. Et oui. Judith? Alors moi, je pars souvent de concepts. Je cherche des concepts, entre guillemets, philosophiques, parfois mathématiques, etc., sur ma vision de voir le monde. Et ensuite, j'y ajoute des éléments personnels, que ce soit des histoires d'amour, que ce soit ma vision de la beauté, en tout cas des choses positives, pour que que l'équation se forme. Et ensuite, ça devient un peu une équation poétique, une prose métaphysique, un algèbre romantique. Bon. Et dans mon nouveau recueil, j'exprime tous ces concepts qui se contrebalancent entre eux. Par exemple, mon premier recueil, il s'appelait Succès boisé.
j'avais écrit sur ce que je ressentais par rapport à l'instabilité la succession des gouvernements entre eux sous le quinquennat Macron. Et dans mon nouveau recueil que j'ai appelé Bal musqué et autres songes métaphoriques, je joue sur le terme musqué, entre bal masqué, bal musqué, musc pour Elon Musk. Et j'exprime cette valse diplomatique par la poésie, qu'est-ce que je ressens. Voilà, et puis un peu d'amour, tout ça, c'est important et ça permet de faire sourire les lecteurs et c'est le principal. Et pensez-vous que la poésie soit, comment dirais-je, avoir une dimension engagée? Ah oui. Oui. Ah, tout à fait. Oui. Oui, complètement. Ah, ça, alors engagé, complètement. Ouais, bon, moi c'est très engagé, mais c'est aussi très romantique. C'est-à-dire que je garde la neutralité comme moyen de communication, la poésie comme moyen aussi de dire le beau, de dire le vrai, de prôner le bien. Voilà, tout simplement. Non, moi je pense que voilà, on en parlait aussi avec Andy, c'est vrai que c'est difficile de se donner. Alors déjà, moi je retravaille, ça c'est vrai. Ouais. Moi je sculpte, je peux mettre 1 an pour trouver. Quand j'ai écrit Deux versets mères, deux mercenaires, deux mères sévères, amous amer, amour. Ah oui, je l'ai lu. Ma Mousse, mère. Mousse, ma mère. Voilà. Alors le amour, ma mère. Premier Amour, G, quand tu me sors, amour, ma mère, bien sûr. Mais non, 10 ans après, je savais, et quand il a été édité, la correction ça a été finalement faite, non, c'est ma mère. 2 M-A-I-R-E. Et mais 10 ans après. Et pendant 10 ans, Tu savais que ça n'allait pas. je savais qu'il y avait, parce que des fois, je crois que je ne sais plus à qui j'ai dit oui, non, là j'ai un mot qui va pas. C'est-à-dire même quand je le lis à quelqu'un. Et ce mot-là, si je me suis dit, c'est pas encore ça, il peut reprendre des mois après, et voilà, donc oui. C'est et puis j'aime, en fait, ça me permet peut-être alors, il y a des premiers jets, on est presque content, mais en fait, moi, c'est plus aussi pour pouvoir m'exercer, me dire, bon, ok, par exemple, là, celui-ci que je vous ai lu, bon, il a été jeté comme ça. Non, il fallait que je le... En fait, voilà, c'est comme si je le prenais dans mes mains. Il y a quelque chose, j'ai pas fini, je vais te retirer ça. Après, moi, mes thèmes, j'ai beaucoup écrit sur l'amour, mais dans l'engagement dont tu parles, je pense que si j'ai un engagement, c'est un engagement spirituel. Ouais, définitivement. Alors, moi, je suis pleinement d'accord. Je pense qu'on ne peut pas dire que tous les poèmes sont engagés. La poésie peut ne pas être engagée, mais la poésie, je dirais qu'elle nous élève et qu'elle mène... En fait, moi, la poésie, je l'associe à la grâce divine. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un appel à... Oublie tes problèmes, voilà, regarde, ouvre les yeux, tout est beau, c'est magnifique, t'es en bonne santé, c'est vraiment ça, c'est comme voilà, une grâce, la grâce poésie de cosmique un peu. Moi j'adore l'univers, je suis fan d'astrophysique, donc tout est cohérent, tout est équilibré, multiple, unifié, donc c'est merveilleux, la poésie c'est... ça explose et ça implose, comme l'univers. Ouais. Et pour vous, comment votre écriture dialogue-t-elle avec le monde contemporain? Honnêtement, pardon. Myrna. Honnêtement, très bonne question. Avec le monde contemporain. Alors, vois-tu, alors j'ai écrit un poème qui n'a strictement rien à voir avec là, je ne l'ai pas amené du tout. J'ai écrit un poème qui était sur les ruptures amicales, les ailes brisées de l'amitié. Et alors, moi je l'ai écrit. Alors évidemment, j'ai dit, ce poème est basé d'une histoire vraie. À partir depuis 2011, plus aucune composition musicale a été dédiée au piano, ce qui est vrai. Ouais, c'est un choix. Et l'étonnement, ça a été les gens. C'est pour répondre à ta question. Les gens. Il y a eu plein de gens qui se sont identifiés à ce poème et qui ont raconté en fait leur histoire, si tu veux.
en disant ah oui, oui, courage, ou d'autres, ah bah oui, moi j'ai eu ça, et ainsi de suite. C'est pour ça que quand tu demandes comment tu t'identifies, ben moi c'est le retour en fait que j'ai des personnes qui disent bah tiens, moi ça me fait écho de ce que tu as écrit. Je sais pas vous. Mireille? Ouais. Je trouve que la poésie, ça perd. Il y a la dimension spirituelle, ça c'est clair, même si on n'est pas croyant. Je trouve que même que ça se rapproche de la philosophie bouddhiste, pour moi. Après, Oui, genre, il y a une forme de taoïsme. parce que aussi. ça nous oblige à une telle réflexion, même, bon, je ne veux pas pour l'ethna, mais sur certains sujets, ça nous impose à une telle réflexion. Et à bien peser les mots avant de les poser sur le papier. Et puis cette réflexion intime qu'on peut avoir, parce que dans tous les textes, il y a une part de nous-mêmes qui est. Bien sûr. Quand on pose un mot sur une feuille de papier, on pose une part de nous-mêmes. Donc il y a vraiment, enfin pour moi, il y a vraiment une dimension spirituelle dans la poésie. Andy? En fait, moi, mon cinéma, c'est humaniste. Je me questionne avec les jeunes. Humaniste, je me questionne avec les jeunes sur la possibilité d'un monde meilleur si l'être humain en est capable. Donc toute ma vie, c'est se questionner les uns. Et je fais le test dans mes ateliers, dans mes tournages, de personnes qui sont de différentes cultures. C'est vraiment tous âges. Et au début, c'est en conflit, et après, ça se marie. Et je trouve que la poésie, pour moi, ça a aussi le rôle d'être un relais, en fait, pour dire, voilà, je t'envoie une goutte d'eau, et l'autre l'envoie, et ça rayonne. Pour moi, le contemporain, ma vie, le contemporain, servent... Et réciproquement, c'est le contemporain qui appelle, je pense que la spiritualité et la vie ne font qu'un en moi, en fait, la vie actuelle et l'histoire. Donc dans ton scénario, de ce que tu écris pour les films, tu glisses dedans. Tout est tiré de mon vécu, en fait. Ça. Au début, c'était un peu noir. Et maintenant, c'est mes rêves d'enfant. Donc, quand j'étais jeune, c'était le stylisme. Et voilà, la poésie, comme dans tout, en fait, je pense qu'il y a un engagement, mais pas forcément politique. C'est un cri d'amour. Pour moi, voilà, la poésie, c'est un cri d'amour qui se partage. Moi, j'avais écrit il y a très très longtemps, j'avais fait même des conférences là, sur ce sujet-là, la poésie, un lien social. Là, en vous écoutant, déjà, on fait un sacré lien social. Elle nous permet de pouvoir quand même débattre avec des univers totalement différents et sentir ce cri d'amour presque commun, déjà. Mais en même temps, c'est une manière de pouvoir, le lien social que tu exploites quand même beaucoup dans tes films, si je comprends bien, c'est comme si que la poésie pouvait être une main qui prend l'autre. Je ne sais pas comment dire. C'est pas facile à expliquer. J'étais beaucoup plus loquace quand je faisais mes conférences, et puis c'est pas le but, mais il y a quelque chose c'est du lien. Du lien avec soi-même, parce que quand on écrit, on est en lien avec soi-même, et ensuite un lien vers les autres. Et après, l'engagement peut être en effet plus social. C'est ça que je... Judith, tu nous as t'as pas répondu. Oui. Alors moi, en fait, c'est particulier. J'ai une vision qui se rapproche beaucoup de toi avec le cinéma, etc. C'est-à-dire que c'est très mathématique, c'est très philosophique, c'est très sociologique. Donc il y a le lien sociologique, il y a le lien familial, il y a le lien avec l'amour, etc. Mais c'est aussi très, très universel. Et donc, par exemple, je vais reprendre des symboles. Bon, moi, il y a une vision, derrière, il y a une vision politique, mais normal, c'est l'étudiante en droit qui parle. Mais il faut le couple poésie politique se dissocie. On n'a qu'à reprendre Chateaubriand, c'est un romantique, il écrivait de la politique. Bon, ça n'a rien à voir. C'est deux personnages différents. Moi, c'est un peu pareil.
mais il y a la pensée mathématique qu'il y a derrière, donc l'ensemble, par exemple, qui se distingue de l'individuel. Et donc la poésie fait communication entre l'individuel et le collectif. Et ça, c'est très important. Et ça se dissocie de la politique. Par exemple, dans mon nouveau recueil, j'ai écrit un poème sur le nœud, qui est d'origine sicilienne. Bon, voilà, il y a toujours un peu le poète dandy aussi qui va écrire sur la mode, les vêtements, les symboles intemporels. Et par exemple, là, je porte un nœud dans mes cheveux. Et c'est un peu humoristique, mais le nœud est symbole donc, de l'infini aussi. Et symbole du chaos aussi, donc le chaos dans notre monde, l'humanité qui résonne, les voix qu'on peut porter entre elles, et puis l'amour qui finalement reste intemporel. Et tous ces signes perdurent à travers les époques. Donc finalement, c'est qu'il y a toujours des liens sociaux qui existent. Et ça, je trouve que c'est une belle manière de résumer l'attache poétique. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, parce que quand on prend l'amour courtois, ça date du Moyen-Âge, c'est une époque que j'aime beaucoup, et on voit que l'amour est quand même en filigrane dans tous les poèmes. Bon, j'ai fait une conférence sur Christine de Pisan. Mais même encore à l'heure actuelle, même nous dans nos poèmes, l'amour il est quand même en filigrane, que ce soit l'amour d'un homme, l'amour des enfants, l'amour de la famille, l'amour des autres aussi. C'est toujours en filigrane dans les poèmes. C'est une intégration aussi sociale. Tout à fait. Ouais. Quelle place donnez-vous à la musicalité et au rythme de votre poésie? Ça, c'est vrai que je suis sensible à ça. Même en poésie, là je vous ai écrit en poésie moderne, mais bon, il y a juste un pied de trop dans un vers. mais sinon c'est en 8, ce qu'on appelle en octo. Et en fait c'est ça que j'adore. C'est la musique de la poésie, et puis parce que la douceur des rimes quand on veut faire doux, la violence des rimes quand on veut se révolter. Et ça, j'adore ça. Et toi, Myrna? Alors moi, en fait, c'est la musique des mots. C'est ce qu'elle dit. C'est la musique des mots. C'est-à-dire que quand j'écris un poème, alors je l'expliquais un petit peu au début, quand j'écris un poème intérieurement, alors je sais pas, j'entends une musique. Voilà. Et donc souvent, alors même, j'ai même des choses assez extraordinaires, parce que quand tu travailles avec des chanteurs classiques, des chanteurs d'opéra, tu vois, et qui te demandent de traduire en fait leur texte d'opéra, et toi tu dois le dire, tu sais ce que tu fais, est-ce que tu peux me jouer s'il te plaît ce morceau-là? Et là en fait, en le jouant, tu entends quelque part une musique au niveau à l'intérieur des mots. Tu t'inspires de ça, tu leur demandes la tonalité, je ne dis pas, et toi tu le dis. Je dis pas que c'est du slam, hein, c'est pas du slam, c'est pas du rap. C'est de la poésie qui est dite. Et en fait, moi dans ma poésie c'est ça en fait, c'est vraiment la musicalité qui prédomine avant tout. Après évidemment il y a l'écriture qui vient, il y a la sonorité des mots, il y a la manière de comment en fait le texte va se deviner, exactement. Et là à ce moment-là le poème devient ce qu'il est. Alors moi mes poèmes ils sont surtout en vers. Je m'essaye un peu à la prose, mais c'est tout nouveau. Et les vers, pour moi, c'est le cœur qui bat, en fait. J'ai l'impression que ça m'apaise. C'est la musique de la vie, en fait. Et j'écoute énormément de musique classique, d'ailleurs, j'écoute que ça. Mais bon. Et la musique classique, pour moi, c'est une vibration, en fait. C'est une vibration, en fait. Il n'y a pas de mots, ça. Et la poésie, c'est quelque chose comme ça. C'est une vibration et on est bien. On écrit, on est bien, on est heureux. C'est le vibratoire. Alors, musicalité, vibration. Les filles. Judith, tu n'as pas exprimé, toi.
Oh, Est-ce bah, que non, pareil, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve que les visions se rejoignent toutes en certains sens. On voit que c'est la poésie qui rassemble, en tout cas l'amour des mots ou l'amour du beau. Et donc, non, ça m'a fait très plaisir. Merci On beaucoup. va refaire un petit tour de table avec un poème, donc un dernier poème, soit un poème qui vous représente ou que vous aimez particulièrement et que vous avez envie de donner, entre guillemets, à ce printemps des poètes, soit quelque chose de volcanique aussi que vous avez déjà écrit dans un de vos recueils ou dans une, parce qu'on n'a pas seulement parlé des... certains poètes passe beaucoup plus dans les revues. Je vois que Myrna a passé dans pas mal de revues. Moi, par exemple, j'avais fait abstraction des revues, parce que moi, c'était la scène. Puis d'autres, c'est plus de recueils. Mais c'est ce que je voulais dire aussi. C'est que, ça, fais voir. voilà, c'est que toi, elle est vraiment passée dans pas mal de petites revues. Voilà. Donc, pendant que vous cherchez Art Planète, voilà, c'est ça. Planète, tenu par Monsieur Yvan Wattel. Voilà, à Lyon, ils sont à Lyon, exactement. Parce que tu n'as pas encore édité et je te souhaite de le faire rapidement. Libelle aussi. Voilà. Et Andy aussi va faire son premier recueil. Vous êtes prête pour nous déclamer Oui. Un dernier poème, un dernier pour la route, et on reparlera après de ton film, d'Andy, oui. De ton film qui sort le 21 mars. Le 21 mars. À 20h, à l'UGC Roxane de Versailles. Voilà. On va en reparler. Merci. Myrna, tu veux commencer? Oui, je vais commencer. Alors, d'ailleurs, il est apparu dans la revue Planète numéro 1. Est-ce que c'est Négresse blonde? Exactement. Ah, super. Tout à fait. J'adore, parce que c'est un très très beau texte. Belle Lucrèce, aux cheveux noirs, aux reflets blonds, longue crinière caressant son dos nu caramélisé. Elle danse sous les cocotiers, légèrement vêtue, gracieuse d'un pas flânant, la musique meringuée des quintes et des tierces des Antilles latines. Petite fleur, comme je voudrais te garder pour moi toute seule. Ne regarde pas ces hommes, ils ne connaissent pas ta beauté. Ils te dévoreront du regard, ils te captureront. Cette plage t'aura oublié. Mais moi, doux pétale de rose, je te protégerai de ces ingrats. Fille du soleil, luisante comme le miel, dame de la nuit étoilée, sirène d'un soir disparu, mémoire oubliée des flots de mes ancêtres, belle princesse de Saba, aux pierres précieuses de Turquie, yeux sensibles, démarche royale, négresse blonde, élégance, dignité, fierté, tableau métissé, richesse du monde, en toi coule le secret de la Caraïbe. Merci Myrna, très joli poème. Mireille? Moi, je vais vous lire celui que j'ai écrit dans le désert. Allez, voilà, parfait. Petit, écoute mon histoire. Elle exalte dans le désert le chant des flots zébrés de verre, portant les bateaux babillards. Sur les dunes de mon enfance, au cœur des roses, je soufflais. 2 grains de sable s'envolaient. Le temps n'avait pas d'importance. Je poussais le caravanier suivant le chemin d'étoiles, de la lune qui jetait un voile sur la route honnie des négriers. Les légendes de mes ancêtres contaient l'histoire d'un djembé épris d'une princesse fée. Dans l'art de la danse était maître. Emporté dans le tourbillon des ombres et de lumière, il tournait autour de la terre, creusant par amour des sillons.
pour faire pousser des fleurs lunes dans le sable mouvant du temps, la vie s'écoulait doucement, sinueuse comme les dunes. Le soir, autour du feu de bois, les griots en passeurs de rêve, au son de leur tam-tam sans trêve, chassaient les mauvais sorts sournois. C'était le temps de l'enfance, où les familles réunies partageaient simplement le riz. C'était le temps de l'insouciance. Je suis Harmattan, vent d'été, je suis un alizé d'Afrique, du Sahara au Mozambique, paré de sable safrané. Waouh. Très beau, très beau. Andy, c'est ton tour. Alors, à tous les enfants du monde, dis-moi pourquoi tu t'émerveilles. Rappelle-le-moi. Pourquoi tu ris de tout, dis-moi. Dis-moi pourquoi tu joues. Raconte-moi ton plaisir, ta joie. Élève-moi à ton niveau pour prendre de la hauteur. Voler comme un oiseau. Pourquoi pour toi tout est si simple, l'amitié, la vie, j'ai oublié. Et la nature essentielle, ta bonne nature, petit homme. Je voudrais cela, un monde où tout le monde s'aime, mon illusion perdue, et pourquoi pas? Et toi, y crois-tu, innocemment, vraiment? Je ne sais pas, redis-le-moi, que j'ai de l'espoir. Pour toi, quand tu grandiras, chacun en paix en commençant par soi. J'en ai envie, s'amuser, rire, danser, tous ensemble. Je m'imagine, je veux bien. Toi et les autres, faites la ronde en chantant. Rien n'a plus d'importance que ça, se tenir la main et être bien. Votre futur sera heureux. Sinon rien que de la poussière, du vent. Le temps s'achève et il ne pousse plus rien. Raconte-moi le temps d'avant, quand j'étais enfant. Heureuse, vraiment. C'est beau. Merci. Très très beau. Merci Andy. Moi, je suis contente, tu sais. Oui. Judith. Judith. Oui. Alors moi j'en ai choisi un justement que j'avais appelé le nœud rose. C'est un autre nœud. Rose. Donc le nœud rose. Et dualité nommée E, symbole somme. Ouais. Dualité nommée E croise le monstre qui se meut face à l'astre réversible et l'âme imprévisible. Les rôles s'inversent dans un chemin de traverse. À l'aube où, enfin, les choses rentreront dans l'ordre, à l'ère de l'année du serpent de bois, année de règne, année de choix. Le chaos sinue et le monstre continue face aux orchidées abandonnées. Le lys ne brille plus dans la vallée où seules dorment les pierres sacrées et le lion affamé. Super. Merci. Alors, toi, tu vas passer à la Rare Galerie, c'est ça? Oui, le Alors, c'est quel 28 jour? mars. 28 mars. Ouais. À quelle heure? C'est à 20h le début, mais vous pouvez arriver un peu avant si vous Et voulez. tu seras accompagné d'un musicien? Oui, mon éditeur qui est pianiste et poète, et romancier Ok, tu es accompagné. et chanteur. Les Rares Galeries, vous voyez où c'est la galerie qui s'appelle Rare Galerie. C'est Wilson Blabla qui faisait une émission de radio. Oui, c'est dans le 11e. Et, non, c'est dans le 4e. 4e, Oui, ah oui, c'est la il a limite, quitté, tout à fait. Il a quitté, enfin, avant il était Oui. un peu, bon, bref. Là maintenant c'est une galerie où on peut exposer déjà, Rare Galerie, et il y a un petit coin avec un piano et il reçoit des poètes. Oui, et je connais. Ouais, c'est très bien si vous voulez venir, vous Oui, êtes, je pense vous que êtes je les vais venir. bienvenus. Ouais. Ouais, le 28 c'est bien. Parce qu'en plus c'est un bon éditeur, il édite d'autres poètes, même pour vos émissions, Oui. ça peut vous intéresser. Merci. On va faire la lecture du nouveau, il y aura du piano, lui il joue dans un orchestre aussi, enfin il est chanteur, tout ça. Il y aura beaucoup de personnalités un peu littéraires, tout ça, donc ça peut être un moment de convivialité, de partage, et puis un moyen de vous faire... de faire sens suite à cette émission et connivence. Bien sûr. Alors moi, la dernière question que je vais vous poser, parce que vous allez me dire si tous vous avez un peu ressenti ça. Est-ce que pour vous, la poésie, ou en quoi, mais là, ça serait peut-être un autre sujet, mais est salvatrice? Ah bah oui. Guérisseuse ou salvatrice? Bonne question. Voilà. Les deux, mon capitaine, salvatrice et guérisseuse. Ça permet d'évacuer. Alors, ça permet d'évacuer, ça c'est sûr. Mais aussi De s'envoler.
s'envoler, de rêver. Mais thérapeutiquement parlant, par exemple, est-ce que... parce que ça, par Tu exemple, peux redire parce que tu dis les mots, tu peux écrire les mots MAUX, MAUX et puis Oui, les mots mais ça, MODS. Voilà, donc je pense que ça peut être guérisseur. ça oui, peut, hein ça peut ou Oui, pas. comme Ça une veut maman dire qui que chante une berceuse aussi quand son Voilà. enfant il pleure. ça peut Bien ou sûr. pas. On peut avoir... Voilà, tout dépend de ce que le ressenti. tous les nœuds intérieurs, tout ce qu'il y a justement à peut-être exprimer, puis même un sujet peut être exprimé dans 10 poèmes s'il le faut. Non, ça a quelque chose Tant mieux. ça a une force salvatrice. Oui, en fait, la poésie guérit aussi. Alors après, ça dépend, je pense, du cheminement de chacun. Voilà, puis le temps. Voilà, le temps On va y mettre. de ce que l'on est, de ce que nous sommes, des Du questions vécu. du vécu, des choses Du que l'on se vécu. pose, du vécu aussi. Mais après, une fois qu'on a trouvé, on va dire, on n'est pas forcément tous obligés d'être alcooliques et puis drogués. Il y en a On peut qui sont écrire alcooliques et aussi. drogués et qui écrivent de la poésie, mais d'autres non, pas spécialement. Je dis, on n'est pas tous obligés d'être Exactement. dans Oui. l'âme ou de souffrir. Et Non. on peut être aussi... Par contre, quand on commence à Des années de écrire, choses. est-ce que vous avez eu envie d'arrêter d'écrire de la poésie? non. Ah non, c'est le contraire. Et c'est amusant à souffrir parce qu'on est sur le thème du volcan. Et moi, dans mon poème, j'avais fait le jeu de mots entre, justement, comme toi, je questionnais le poète, est-ce qu'il souffre? Pas forcément. Et j'avais parlé de l'odeur du soufre pendant Oui, l'éruption. dans ton texte, Ouais, oui, Voilà. c'est ça. Donc, parfois, c'est juste une Soufre. odeur. Ouais. Voilà. Voilà, tout à fait. Et un mot qui On n'a veut pas bien besoin dire, de- oui, souffrir ne peut faire être quelque qu'une chose. odeur. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, tu as déjà, en fait, tu as écrit, mais ton histoire était déjà passée. Donc, Oui. en fait, là, tu te mets à écrire et c'est totalement... inspirant, C'est inspirant, tu te sens vraiment bien. Voilà. Donc, les gens vont dire, oh là là, t'es triste, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors moi, personnellement, j'ai pu voir avec mes acteurs, en fait, au début, donc ils ne sont pas du tout initiés à la poésie, et puis ils deviennent tous des poètes, et on a même écrit un poème ensemble qui est merveilleux. Je pense que c'est un des plus beaux que j'ai jamais écrit, et je pense que les jeunes en particulier adorent la poésie. C'est vraiment ça fait du bien. C'est des personnes, moi j'ai 2-3 handicapés, et c'est des personnes qui ont été exclues des écoles spécialisées et que j'ai ramené un peu dans le droit chemin. Maintenant c'est de l'osmose, ils sont devenus comédiens numéro 1, etc. Et c'est vraiment la poésie qui nous a rassemblés, qui nous a élevés, rassemblés. C'est guérisseur, c'est salvateur, ça se partage, c'est bon, c'est comme une bonne soupe le soir au coin de Une la bonne cheminée. tablette de chocolat. Voilà, une bonne Et tablette encore de un petit chocolat. bout. C'est vrai, c'est un moyen de transmission aussi Oui, de valeurs. complètement. Andy, Ça va on va être venir transmission, un tout à peu fait. sur toi, sur ton film, hein, Le Cercle Vertueux. Pourquoi ce titre? Alors, donc, comme c'est un film, je dirais, sur la prostitution sur le net des jeunes, et c'était la ville de Versailles qui me l'avait demandé, parce que j'étais plutôt sur la drogue, etc. Donc, le cercle vertueux, c'est sortir de l'enfer pour revenir à la lumière. Et bon, dans mon film, ça passe par le pardon, mais à la fin, on se réveille d'un cauchemar, et là encore, son obsession de cet homme, et on ne sait pas s'il l'aime ou s'il le déteste. Il y a cette ambivalence un peu entre le feu et l'eau, quoi. Comme l'emprise. Voilà, une certaine emprise. Mais je pense que et c'est pour ça, le cercle vertueux, c'est passer du cercle infernal au cercle vertueux, revenir au cercle vertueux. Moi, je vais te poser une dernière question, parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup de moments ensemble. Comment trouves-tu l'équilibre entre l'aspect visuel du cinéma et la musicalité des mots en poésie? Dans le cinéma, c'est un peu compliqué. Alors, pour moi, c'est complètement lié. Pour moi, la Pour toi. nature, l'image et poésie. C'est pour ça que je me sens très proche du Japon. En fait, les films japonais, il y a très peu de dialogue. La poésie, elle n'est pas que sonore. La poésie, elle est dans les yeux, elle est dans tous les sens. Le regard poétique. Voilà. Et pour moi, je ne sais plus quelle était la question. C'était l'équilibre, enfin, l'aspect visuel du cinéma et la musicalité de la poésie. Je pense que ça se rejoint, en fait. La poésie amène à l'image une symbolique qu'elle n'aurait pas sans la poésie.
Et je pense que en fait, la poésie, moi, tous mes films sont C'est symboliques. ça, j'allais poser la question, si Voilà. dans tous tes films que tu as faits, Ouais, il y avait toujours ce côté-là. sont symboliques et énigmatiques, c'est-à-dire on ne sait jamais, en fait il n'y a que des questionnements quand on sort de mes films et il n'y a pas de réponse, chacun a sa vérité et les gens sont perturbés, c'est un peu comme David Lynch, Ouais. on sort, on Ah dit oui. mais j'ai rien compris, mais en fin de compte du coup on en parle beaucoup et c'est ça qui est intéressant, c'est que, et je travaille beaucoup sur des sujets d'actualité, sur des thèmes sensibles et en particulier sur la jeunesse, parce que ça a été ma jeunesse et la jeunesse aussi de ma fille. Et pour moi, la jeunesse, c'est quelque part notre futur. Donc je m'adresse à eux pour que notre monde, il est tel qu'il est. Malheureusement, on ne peut pas en faire grand-chose maintenant. Mais je me dis, les jeunes, réveillez-vous et tenez-vous la main. Et c'est un peu c'est un peu ma quête. C'est un beau message en tout cas d'amour, de paix et ouais, je suis très Alors, contente de vous avoir rencontré. on redit, la sortie de ton film, c'est le 21 mars. Je te laisse la primeur de l'adresse. C'est le vendredi 21 mars à 20h. C'est à l'UGC Roxane. Donc, c'est aussi rue Saint-Simon à Versailles. Donc en fait, moi je suis comédienne, j'avais oublié de le dire. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. On a un agent commun. Oui. On a un agent commun qui s'appelle Michael Michael Lo. Lo, spécial pour toi. Tu as... Petit bonjour, Voilà, Michael. Voilà. Et donc, c'est aussi, je pense qu'il sera là, ça permettra de relier le cinéma, la poésie, parce que finalement, la poésie, c'est aussi l'art d'être, de vivre. Et en fait, on ne peut pas mettre dans des catégories, c'est littéraire. La poésie, ça ne se classe pas. Non. Et le cinéma, pour moi, ça ne se classe pas, parce que c'est un effet miroir de ce qu'on est tous. Et voilà. En fin de compte, entre le cinéma et la poésie, il n'y a qu'un petit pont, même pas. On va dire ça comme ça. Dans mon cinéma, la poésie est présente. La poésie est présente parce que pour moi, c'est ce qu'il faut garder de notre vie. Il faut revenir à l'instant présent et se dire que tout est beau, tout est miracle. Il y a un miracle. Bien sûr qu'on souffre, bien sûr que c'est pas simple, mais en se tenant la main, c'est beaucoup plus simple. Moi, je le vois avec mes acteurs. Hein. Non, mais oui, tu as quand même sur tes 7 longs métrages touché des sujets particulièrement sensibles, voire brûlants, et peut-être même, et c'est la lumière, le placement de la caméra va nous faire pencher la tête sur le côté encore pur. Et puis l'autre côté de la caméra avec une autre amorce, le côté cru. Donc et la poésie reste, même si elle est crue, mais on veut aller vers le pur, on veut épurer en fait. C'est pour arriver à l'équation de nos fameuses mathématiques, x égale a plus b au carré égale b. Merci à toutes d'être Ben, venues. vraiment, Merci à vous. Myrna, merci Mireille. Merci. On va se faire prendre ça. en photo On est après. encore en direct. Merci Myrna, merci Mireille, merci Andy, merci Judith. Avec plaisir, c'était un honneur. Merci d'être passée. J'espère Merci à vous. que ça vous a fait plaisir d'être Oui. réunis en tant que poétesse et de se dire que bon, on n'a pas fini. Hein. Ah non, le chemin est long. Le chemin est En long. fait, à chaque fois que moi je fais un point, je me dis juste ah bah ça y est, on va juste commencer. Puis alors maintenant que j'ai trouvé la technique pour écrire un poème en prose poétique, ouais, ça va être... Tu vas pas t'arrêter ça maintenant. va être bon. Alors peut-être que mon prochain recueil, ça sera en prose poétique. En tout cas, merci. Merci à toutes d'être venues. Je vous dis à très bientôt sur Artop TV dans l'Instant Régine. À bientôt. Merci. Au revoir Régine, Au revoir. Au revoir. Judith, Au revoir. Myrna, Goodbye. Andy et Mireille. Je t'aime. Alors fais-le.
C'est ma première fois. Guide-moi. C'est tout simple. Pense à moi. Je te paierai si tu veux. Ton corps est si beau. 20 000 € pour le récupérer. Quoi 20 000 €? Pourquoi tu me parles de 20 000 €? Le film de nos ébats. Allez putain, mais vas-y maintenant! Appuie sur la gâchette qu'on en finisse! C'est ce que tu voulais, non? Je peux pas. Je veux vivre. Oui, je veux vivre. Je n'avais jamais éprouvé un tel sentiment avant toi. Alors fais-le. Parce qu'après tu vas grandir. Et Tu perdras ta pureté. Avec ta main maintenant. Plus bas. Si tu le fais bien, je te paierai. Alors c'est ça l'amour? Eh oui, celui des grands. Bienvenue en enfer. J'aurais jamais voulu exister. Alors tu m'aimes plus? Pas comme ça. Plus jamais. Non!